En mode podcast avec Maud Verdeyenne. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans En mode podcast. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode consacré au casting télé. Des magazines aux jeux en passant par la télé-réalité, nous allons aussi lever le secret sur les idées reçues autour de ces castings qui font se rencontrer tous ceux qui veulent être éclairés par le flambeau du petit écran, devenir une pop star, de la musique ou encore devenir un champion de la culture générale. Et comme toujours, je suis accompagnée par mes deux bachelors préférés, Seb et Lucas. Bonjour les garçons. Bonjour Maud. Acceptes-tu cette rose, Maud ? Oh merci, c'est tellement mignon. Et avec nous, nous avons une invitée les garçons. Alors, nous avons la chance d'avoir avec nous une personne qui connaît très très bien le milieu de la télé. Elle est avant toute chose mon amie, il faut le savoir, et elle travaille dans le casting depuis des années. Elle a travaillé sur plusieurs émissions comme Top Chef, 4 mariages pour une lune de miel ou encore Mariée au premier regard. Elle va un petit peu nous expliquer comment se passe un casting, quels sont les critères souvent recherchés par les productions. Et pour tous ceux qui aimeraient bien passer un casting, elle va nous donner quelques conseils pour bien réussir son casting. Bonjour Nina. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous les trois déjà. Et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Bonjour Nina. Bonjour. Bonjour Maninette, comment tu vas ? Eh bien, ça va très bien. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Depuis le temps que j'écoute un peu tout ce que vous faites, je suis heureuse d'être là. Plaisir partagé. Est-ce que tu aimes ce qu'on fait déjà ? Oui, déjà j'aime Maud de base. Oh, c'est Comme beau. on aime tous là, Maud, là. évidemment. Oh, c'est trop mignon. Peu de gens connaissent les secrets bien gardés qui se cachent derrière les castings des productions télé, parce que la sélection des participants, souvent entourés de mystères et de fantasmes, est essentielle pour garantir le succès d'un jeu ou d'un divertissement. Quelles sont les techniques pour dénicher des perles ? Y a-t-il une façon de caster des candidats qui deviendront de futures personnalités du petit écran ? Entre les entretiens approfondis, les tests de caméra ou encore des questionnaires très fournis, quelles sont les étapes clés d'un casting ? Éléments de réponse dans ce podcast. Et on commence à se pencher sur le casting des télécrochets, car je connais très bien parce que j'ai un petit peu pratiqué, hein les garçons ? Ah bon ? Ah bon, lequel ? Dis-nous lequel ? tout. Je Dis-nous ne sais tout. pas, je ne sais plus. Et oui, donc je peux parler déjà de ces télécrochets, puisque d'une part, donc j'ai fait la Star Academy comme tout le monde le sait. Quoi ? Oui, je vous jure, je l'ai fait. Incroyable. Ouais, c'est fou. On a des révélations dans ce podcast, c'est incroyable. C'est dingue, on en apprend des belles. Hein. Et du coup, et aussi, j'ai travaillé en tant que casteuse, parce que j'ai aussi fait des castings. Vous saviez pas ça ? Non. Ah, voilà. Bah non. Et j'ai travaillé pour l'émission aussi N'oubliez pas les paroles. Donc on est un petit peu sur un télécrochet quand même. Enfin, il y a un petit peu de Ouais, musical. c'est du divertissement. C'est Ouais, un ouais, peu complètement, divertissement je suis d'accord. musical. Bah oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir un petit peu comment se passe le casting de la Starac ? Non, mais quel est, alors par exemple, toi qui as fait du casting, notamment sur N'oublie pas les paroles, quel est le candidat idéal ? Est-ce que ça va être une personnalité ? Est-ce que ça va être quelqu'un qui chante plus ou moins bien ou qui mémorise les paroles ? Notamment dans le cas de figure de cette émission-là, c'était qu'est-ce que vous recherchez principalement ? Une Pourquoi ? Pour personnalité ? N'oubliez pas les paroles. Ouais, par exemple. Oui, le but, enfin, maintenant, ils veulent quand même des gens qui savent un petit peu chanter. Mais le critère pour moi, enfin le plus important, c'est de connaître les paroles. C'est un peu, tu vois, n'oublie pas que c'est dans le parce que titre. si les mecs qui se votent les premiers titres, c'est un peu compliqué. Oui, Non, mais il faut vraiment connaître énormément de chansons, mais les connaître par cœur. Ah non, mais c'est incroyable. Ah non, mais les mecs, ils connaissent 900, 1000 chansons, mais par cœur, à la virgule près, quoi. Moi, ça m'impressionne, parce Ouais, que c'est franchement, j'en connais 4 par cœur, c'est déjà beau. Et est-ce que vous voulez savoir un peu comment Moi, ça je connais le répertoire de Bernard Ménez, mais je sais pas si ça suffit pour intégrer à l'émission. Non, je je pense. pense pas. tu C'est peux très tomber niche, sur hein. ça, hein. C'est vrai. Bah oui. Le répertoire de Bernard Ménez, c'est vite fait, c'est 2 chansons. Enfin, Oui, tu vois, est-ce que tu les connais par cœur ? Mais par cœur. C'est vrai ? Allez, Absolument pas. Tout de suite un extrait. Absolument pas. me chauffe pas. Mais et par exemple pour les castings de la Starac, alors là je vais parler des castings Starac mais d'il y a 20 ans parce que Oui, là fatalement. je sais pas. Je pense On que te ça. voit, hein, tu sais, on est en face de toi. Donc, Ouais, oh putain. on doute que c'était pas la saison 2023. Hein. Oh là là, ça c'est bas, ça c'est mauvais. Alors attends, je vais Mais me on venger, plaisante, tu n'as je vais pas me changé, venger, moi, ton tu n'a le pas sais. changé. La galanterie n'est pas là. Ah merci Nina.
Ah Je bah me permets. c'était pas le but du casting aujourd'hui, hein. Et C'est là, pas ce qu'on lui demandait. faites gaffe, on est deux nanas là. Donc là, vous êtes plus en Ah, mince. supériorité numérique. Mais non, mais tu es belle comme tout. Oh Tu n'as là pas changé. là. Moi, tout n'a pas Moi, changé. t'as toujours 17 ans, hein, donc. Non, heureusement que non. Non. Oula. Faut multiplier par Et combien? demi, allez, 17 ans et demi. 17 ans et demi déjà. Et donc, effectivement, ouais. Et donc, elle- en elle vrai, entend. les castings, donc soit tu passes les un peu comme il y avait à la Nouvelle Star, vous savez les gros castings, tout ça, Ouais. tu vas et tout. Et après, tu passes les étapes. Et enfin voilà, il y a pas mal d'étapes quand même et qui c'est assez difficile quand même. Soit moi, par exemple, j'étais dans, je sais pas si on en a déjà parlé, mais il me semble, j'étais moi dans une agence de modèles et on m'avait contacté pour la Star Academy. Puis finalement, j'avais Non, du c'est un nom. casting sauvage, finalement. Parce qu'il y a Au des dé- types de casting aussi. Hein. Oui, mais alors, Ouais. alors, casting sauvage, mais au départ, parce que là, voilà, moi, je me suis fait caster dans une école de danse, de musique, enfin bref, je sais plus, sur Nice. Et après, j'ai passé les grosses épreuves. Il y en a eu notamment à TF1 où, enfin, c'est très très long. Il y a de la danse, du chant, du théâtre, enfin, ce qu'on fait à la Starac. Heureusement qu'il n'y a pas d'épreuve de sport parce que sinon j'aurais été éliminée direct. C'est de la sismo, C'est je pense aussi qu'on la est bien. sismo. Hein, je pense Il y qu'on avait est pas, bien. on connaissait pas encore Sismo à l'époque. Et il y a, en fait, il faut savoir aussi qu'il y a énormément de demandes puisque, en tout cas, là, c'est redevenu vraiment une grosse émission. Puis à l'époque, la Starac, c'était l'émission, le télécrochet. Non, mais c'est vrai, le gros télécrochet. Et il y avait énormément de monde pour, finalement, nous, je crois que c'était 18 places. Donc ils sont assez stricts et c'est assez compliqué. Et voilà, après, qu'est-ce qu'ils recherchent ? Je pense que ça dépend des années aussi. Ils cherchent, alors à l'époque, des personnalités. Complètement, ça s'est Il vu y avait- notamment avec Jean-Pascal, Ouais. qui n'était pas forcément un grand chanteur, mais qui, pour le coup, avait une personnalité qui se démarquait. Ouais, mais alors là, c'est la première. Donc, Oui. je pense qu'aussi, Ils ont essuyé du plâtre. voilà, ils se tâtaient un peu, ils savaient peut-être pas trop Georges vers. Alain, c'est la deuxième. Ouais, mais Georges Alain, c'est un musicien. Ouais, Bah oui, c'est quand même un Ouais. musicien. Enfin, derrière, Et il a quand même menuisier. fait. ouais c'est Ouais. ça, j'allais dire. Non, mais Il fait ça. des percus avec les portes, ouais, ça c'est Ouais, sûr. mais mais, voilà. Après, c'était. Je pense qu'à la Starac, il a peut-être pas montré vraiment. Parce que c'est difficile quand même. Hein. C'est pas pour. Non, c'est pas évident, Mais je suis d'accord. c'est pas évident de d'accord. se retrouver quand même sur un plateau télé comme ça, donc c'est pas facile. Mais en tout cas, c'est un musicien qui derrière a quand même fait une carrière, qui a quand même fait des choses. Donc, ben voilà. Maintenant, je pense que oui, à la différence par exemple de The Voice, oui, ils recherchent vraiment des voix. De toute façon, c'est le but c'est dans le titre, mais des grosses voix. Là, il y a quand même un côté quand même télé-réalité quand même qui est là quand on est dans le château. Donc, il faut aussi des personnalités un peu attachantes, enfin que les gens puissent un peu se reconnaître à travers eux. Donc, je pense que oui, c'est et personnalité et du talent quand même. Et tout ça, c'est dicté par, on imagine, la Une chaîne. charte, toi, ou une bible. Ouais, de la production, voilà. Ouais. C'est eux qui vous disent à peu près dans quel un sens cahier des charges aller. Alors, nous- pour le format. Alors là, en tant que casteuse, oui, on va dire que tu sais à peu près ce qu'on recherche, mais tout dépend des émissions. Moi, après, j'ai pas fait en tant que casteuse les émissions comme The Voice ou Starac, donc là, à ce moment-là, je vais pas vous dire de bêtises. Maintenant, je me souviens qu'à l'époque, on avait entendu parler de ça, que par exemple, il fallait, par exemple, une Vanessa je parle pour ma part, une Vanessa Ouais, il Paradis, fallait des persos. des persos, et en fait, fallait cocher, elle, c'est pas mal, il y en a quelques-unes qui... Voilà, ils cherchaient. Et après, il y avait le coup de cœur. Je pense que aussi, ça fonctionnait au coup Bien de cœur. sûr. Et puis, c'était compliqué parce que dans les décisionnaires, il y avait et TF1, et Endemol, et Universal, parce qu'à l'époque, on était signé aussi chez Universal. Donc, je pense que c'était après trouver une entente pour le candidat. Mais voilà. La différence, par exemple, de Popstar avec la Star Academy, c'est que Popstar, il n'y avait pas un réel casting, puisque les gens se présentaient, en fait, on va dire, spontanément devant le jury. Alors, il y avait forcément, un peu à l'instar de Nouvelle Star, il y avait forcément tu passais, je pense, devant d'abord une équipe de casting avant de passer devant le jury de l'émission. Mais je veux dire, tu n'avais pas un casting. En gros, là, on ne pouvait pas déceler une personnalité plus qu'une autre. Tu vois, quand tu passes sur un casting comme ça, comme Nouvelle Star ou Popstar, c'est vraiment basé sur la voix, en fait. Non, mais parce que tu crois qu'à Popstar, il n'y a pas eu un petit peu de casting sauvage? Mais si, évidemment, Ah, mais, si. mais basé sur la voix. On ne cherchait pas des personnages, puisque c'était pas le but de l'émission. Non, mais quand même, il y avait quand même ce suivi des castings, etc. Il fallait. Enfin, moi, je me souviens, je sais plus quel Parce que âge tu j'avais, regardes j'étais Nouvelle gamine. Star, tu n'avais pas de prime outre ceux de Baltar, mais tu n'avais pas de quotidienne, pas de Non. lieu d'enfermement. Tu Non, vois. mais quand même, sur Popstar, pour parler vraiment de cette émission, il y avait quand même le suivi des castings et Oui, tout. oui, bien donc sûr, tout tu à fait. pouvais aussi être attaché à quelqu'un, donc il fallait aussi une personnalité quand même. Je te l'accorde, c'est moins que la Mais Star. ouais, plus nuancé que Star Academy, où là Oui. vraiment, tu suivais des gens H24, Oui. et où tu avais vraiment. C'était feuilletonnant. Oui. Tu vois, ce qui n'était pas forcément le cas de Popstar ou Nouvelle Star.
Nina, t'as jamais travaillé, toi, sur un casting de télécrochet, toi? Non, j'ai jamais fait de musique, mais après, les principes restent un petit peu les mêmes. Et pour rebondir, ce qui est différent, c'est sûr que sur un Star Academy, on va avoir une partie vie, comme dans le château, où on va aller voir en dehors de la musique. Donc, c'est vrai que c'est important d'avoir des personnalités, plus que sur un télécrochet pur comme Nouvelle Star ou comme Popstar, où ça va être l'essentiel, ça va être leur fond de pourquoi ils sont là avec la musique, le chant, la danse. Mais comme disait Maude, en fait, au fur et à mesure, on les repère. Il y a du casting sauvage aussi. Le principe reste le même. Et c'est vrai que fondamentalement, ceux qu'on va retrouver vers la fin et ceux auxquels on va s'attacher, c'est ceux qui auront une personnalité qui sera ressortie. En fait, c'est naturel, c'est un entonnoir en vrai. Et tous les castings, je pense, ont tous leur spécificité, mais ils fonctionnent tous un petit peu pareil. Ouais. Et alors, justement, Nina, moi j'ai une question. Qu'est-ce qui, pour toi, fait un bon candidat de télé, un bon client, j'ai envie de dire? Un bon candidat de télé, alors on va encore une fois préciser que ça dépend selon l'émission Bien pour sûr. laquelle il candidate. Mais si on doit faire un type du bon candidat, déjà c'est quelqu'un qui n'a pas peur de s'exprimer, voilà, de montrer un petit peu sa personnalité, parce que la télé c'est pas que simplement le corps de métier ou la raison pour laquelle on est là. Je pense surtout aux émissions de chant, aux émissions de cuisine que moi j'ai pu faire, voilà, parce que c'est tout naturel. Évidemment, si on fait de la télé-réalité, je pense qu'on n'a pas peur de s'exprimer parce que on vend sa personnalité en faisant ça. Absolument. C'est ce qu'on amène. On n'amène pas de talent particulier dans une télé-réal, donc ça compte pas. C'est un petit peu un genre à part. Mais pour toute autre émission, déjà, faut avoir quelqu'un de dynamique, quelqu'un avec qui on a envie de passer du temps d'écran, à qui on a envie, qu'on a envie de suivre. En vrai, c'est important. Voilà, c'est la raison première pour moi, un bon candidat. Et Ouais, d'être naturel, d'être soi-même. Quelqu'un auquel on peut Je vais s'identifier pas aussi. Quelqu'un à qui on peut s'identifier, mais ça, du coup, c'est pas forcément son travail quand on se présente à une télé. C'est pas à nous-mêmes de savoir si on peut s'identifier à nous ou pas. Faut être naturel à 100%. Surtout pas se dire moi j'ai vu tel candidat, parce que ça nous arrive souvent. On a vu un Julien Tanti, on a vu des candidats un petit peu comme ça qui ont pété, et forcément on se dit je vais faire un peu comme ça, je vais reprendre les expressions. Moi aussi, il faut que je me trouve un gimmick. Moi aussi, il faut que je fasse ça. Et en fait, ça, souvent, ça marche pas. Parce qu'en fait, c'est pas toi-même. Faut vraiment pas avoir envie de sortir du lot. Je pense que on sort du lot ou on n'en sort pas. En vrai. De vrai, je pense que c'est ça. Ça, c'est surtout sur les télé-réalités où vraiment aujourd'hui, comme elle disait Nina, il y a eu des grosses stars aujourd'hui de télé-réalité comme Julien Tanti, comme Jessica Thivenin, enfin tout ça. Et c'est vrai que maintenant, sur les castings comme ça d'émissions de télé-réalité, quand tu les vois arriver, ils ont les codes aujourd'hui. Donc ils arrivent, ils veulent absolument se démarquer. Moi, j'ai bossé aussi sur des castings de télé-réalité et franchement, les mecs, ils arrivent, ils ont les codes. Hein. Ils ont les codes, mais dans cette saison de Secret Story, ils étaient hyper naturels. Ils l'ont dit eux-mêmes, ils calculaient même plus les caméras, alors que justement maintenant ils ont les codes et dans la plupart des trucs ils sont filmés. Hein. Bah oui, mais il y avait quand même une authenticité qu'on a pu retrouver aussi d'ailleurs dans la Starac, mais il y a quand même encore une petite forme sur une nouvelle génération quand même de naïveté encore et de fraîcheur. Il y a un retour à cette authenticité aussi, d'avoir ce besoin que le téléspectateur s'identifie, comme tu disais. Donc c'est vrai qu'on le retrouve sur les castings de la Star Academy qui sont venus, où c'est vraiment une bande de jeunes qui vient juste partager sa passion. Secret, c'était aussi un petit peu pareil. C'est aussi un retour à ça, parce que c'est vrai que nous, en casting, on envoie plein des gens et on pourrait faire un cast qu'avec des gens qui ont les codes et qui surjouent parce qu'ils savent ce qui marche aujourd'hui. Sûr. On le sait, on a vu, on a tous grandi avec ces générations de télé-réalité, on en a vu l'évolution. Et il y en a plein qui se présentent aujourd'hui en casting et qui ont ces codes-là et qui essayent de faire en sorte de sortir du lot comme ça. Après, est-ce que c'est ce que les productions recherchent? Est-ce que c'est ce que nous, on nous demande de trouver? Non. Là, c'est une autre question. Ouais. Mais on est loin, effectivement, du casting la bimbo, le mec efféminé... le mec de cité, ou les gros clichés de la télé-réalité d'il y a 20 ans. Quoi. Ouais, là, ça commence un petit peu à changer. Moi, je me souviens quand j'avais bossé en casting sur La Villa des Cœurs Brisés, et déjà, donc c'était il y a quelques années, et déjà, on était moins sur la bimbo. On était, on nous disait beaucoup des filles un peu plus naturelles, et il y avait moins le truc comme ça. Donc, il y a eu une évolution quand même. Mais tout à l'heure, Nina disait un truc qui est très intéressant, c'est que, en fait, finalement, ça sert à rien, si tu veux, de paraphraser ou de copier ce qui a déjà été fait. Exemple, les gens qui cherchent des gimmicks, etc. et tout, parce que finalement, il n'y a pas de secret, en fait. C'est où ta personnalité match avec ce que va regarder le téléspectateur, et effectivement, tu vas t'attirer une forme de sympathie de la part du public,
où ça marche pas, mais il n'y a pas de secret, même si tu essayes de refaire ou de reprendre des codes qui ont déjà existé et qui ont fait recette, ça peut ne pas fonctionner. Ça, c'est très intéressant, quoi. Finalement, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle pour être le bon candidat. Faut être naturel. Qu'on ait les codes ou pas, quoi. Oui, en fait, et ça ne veut pas dire que parce qu'on ne matche pas pour un programme, on ne matchera pas pour un autre. Pas du tout. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a été refusé donc là, je réponds à une question que beaucoup se posent et beaucoup me posent au quotidien. C'est pas parce que ça n'a pas marché une fois que ça ne marchera pas une deuxième. Le casting, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a beaucoup de gens qui veulent participer à un casting. Il y a souvent peu d'élus à la fin. Je parle par exemple pour une Star Academy où on a une ligne de 15 candidats à la fin, à peu près. C'est très peu comparé à tous ceux que nous, on va chercher, mais ça, je pense qu'on en parlera plus tard, et à tous ceux qui, eux, s'inscrivent d'eux-mêmes. C'est très compliqué. Donc, c'est une question aussi d'homogénéité. Comme tu disais aussi si bien, d'identification au personnage, on est obligé de faire une ligne où personne se ressemble pour que tout le monde puisse se retrouver, en fait, dans chacun et se dire, moi aussi, je peux le faire parce que, en fait, moi aussi, je corresponds à cette personne. C'est pas que 15 personnes qui sont exactement pareilles. Donc ça, c'est un travail qui est compliqué et forcément, à la fin, ça fait des personnes qui sont pas forcément contentes parce que, on les refuse, quoi. Mais c'est persévérer. Oui, mais ça ne veut pas dire, tu peux être, comme tu disais, tu peux être refusé. On a notamment, je crois que c'était Houssine, là pour parler de la Starac, qui je crois, me semble que la Starac 1, je sais pas s'il avait passé le casting et tout ça, mais il a été pris à la deuxième. Enfin, ça peut arriver, il y a plein de gens qui passent plein de castings. Et c'était pas le moment. Il y a aussi, pour moi, une question de moment, de rencontre, de chance. Et que, t'es arrivé à ce moment-là, non, c'était pas ton moment, mais il faut continuer. Et d'ailleurs, ils le disent souvent dans The Voice, ça fait un petit peu, on peut dire, oh là là, ils sont cucu, ils lui disent non et reviens. C'est vrai qu'ils disent ça souvent. Ouais, c'est vrai. Et en fait, c'est vrai. C'est que. Qui ont essayé, puis qui, au bout de 4-5 fois, ça marche. C'est ça. Donc, le truc, c'est si vraiment les gens ont envie de participer à des émissions, il ne faut pas lâcher au premier non, parce que sinon, la persévérance. Exactement. Ce sera une des clés de réussite. Mais exactement. Ça dépend de plein de choses, en vrai. Ça dépend de plein de choses. Après, il y a les programmes aussi. Je ne sais pas si vous regardiez ça, mais vous savez, les trucs, les magazines, les Vie ma vie, les trucs comme ça. Oui, bien sûr. Ouais. Et d'ailleurs, je crois que Lucas... faut que je le balance. quelque chose à nous raconter. Faut que je le balance. Je pense que t'as vu ça va être mon heure de gloire. Voilà, je crois que tu as participé à Vie ma vie. Raconte-nous un petit peu ton expérience. J'ai participé à Vie ma vie en 2005, parce que moi aussi j'ai eu mon heure de gloire sur TF1 en même temps en 2005. que moi. Oh là là. Ouais. Et alors le casting raconte. Alors là, pour le coup, je parle pour ma vie, mais je vais briser peut-être une idée reçue que beaucoup ont sur la télé, c'est-à-dire que Magouille et compagnie, c'est pas forcément vrai. Parce que pour Vie ma vie, c'était très clairement, leur casting a été très bien fait, ils recherchaient un profil. Moi, le sujet, c'était Vie ma vie dans un internat, qui était très à cheval sur la discipline, l'autorité, avec le port de l'uniforme, etc. Un internat très bourgeois qui se trouve près de Bordeaux. Et moi qui ai toujours été un petit peu réfractaire à l'autorité pour l'autorité, un petit peu, je dirais pas cancre, mais j'étais un bon amuseur moi quand j'étais à l'école, j'aimais bien me marrer, donc c'était un petit peu aux antipodes de ce que j'étais. Et ils ont fait pour le coup, alors tout à l'heure on parlait au début de recherche approfondie, alors le mot est un peu fort, dans les castings et dans la démarche de recherche de témoins ou de candidats. Là, pour le coup, effectivement, ils étaient dans l'approfondissement de ma personne. Ils ont interrogé pas mal de gens. Ah oui, il y a eu radio et scanner et tout. Ah ouais ? Non, mais ils ont interrogé pas mal de gens de mon entourage pour essayer de comprendre un petit peu qui j'étais. Est-ce que je jouais un jeu ou est-ce que vraiment la personne que je décrivais était vraiment celle que j'étais dans la vie? Et il s'avère que c'était le cas. Donc, mais super expérience. Vu ma vie, moi, j'adorais que cette émission puisse un jour revenir, parce que je trouve que c'était plutôt une émission feel good qui se regardait tranquillou en famille, et c'était la bonne vieille télé comme on dit. Mais le casting alors le casting c'est très simple, tout c'est fait par téléphone, donc c'est Réservoir Prod qui produit qui produisait Vie ma vie. Le casting, moi initialement à l'époque j'habitais Strasbourg, tout s'était fait par téléphone du coup, et il y avait faut pas oublier qu'en 2005, il n'y avait pas les Zoom, il n'y avait pas tous ces outils qu'on a aujourd'hui pour faire des castings à distance, n'existaient pas. Donc c'était vraiment du téléphone, et tu prenais fatalement un risque de dire mais attends, là je tombe sur un mec qui n'est pas du tout ce à quoi je m'attends, ou la personnalité ne se prête pas au sujet. Donc voilà.
Donc, casting entièrement par téléphone. Il y a eu plusieurs appels qui duraient entre une demi-heure, 40 minutes, voire 1 heure, sur plusieurs jours, à différents moments de la journée. On a demandé à parler à l'époque, moi j'étais mineur, j'avais 17 ans, on a demandé à parler à mes parents. On a interrogé un peu tout mon entourage. Donc oui, c'était un casting assez poussé. Et puis, assez rapidement, on s'est rendu compte que mon profil correspondait à ce qu'ils recherchaient. Et du coup, je suis parti en tournage peut-être une ou 2 semaines après avoir été casté par Réservoir Prod. Parce que, là encore, à l'époque, et ça existe toujours pour le coup, il y avait des appels à témoins en fin d'émission. Oui, c'est vrai. Où ils balançaient un petit peu, tiens, pour nos prochains sujets, on recherche, moi c'était, vous ne supportez pas la discipline, vous ne comprenez pas la discipline. Tu t'es dit, c'est pour moi. Les internats très, très traditionnalistes, etc. et tout. Si vous pensez correspondre à ce type de profil, n'hésitez pas à postuler. Et à l'époque, il fallait postuler sur tf1.fr ou il fallait téléphoner directement sur un numéro en 01. 36 15 TF1. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est comme ça que ça s'était fait. Et il m'avait casté assez rapidement. Ouais. Ben c'est cool. Et après, il y a aussi des programmes de jeux. Et je vais revenir. C'est mon heure de gloire, c'est pour moi, là. C'est l'heure Lucas. Et je vais revenir à toi, Lucas. Ouais. Si je te dis le maillon faible, tu me dis quoi? Extraordinaire, avec notre chère Laurence Boccolini. Ouais, c'est un peu ça, Lina. Tu n'as pas tort. La conclusion est là, Nina. Tu as bien conclu. Donc, mais on fait casting très particulier, casting donc du coup qui pour le coup se passait dans les bureaux de Starling, qui était pareil la production du jeu sur Paris. Casting auquel j'avais embarqué avec moi mon cher Seb ici Bonsoir. présent. Et en fait, le casting de Moment Faible, ça se passait comment ? C'était en fait une manche de jeu simulée. Et le casting de Moment Faible, ce qui était très, très intéressant, c'est qu'en fait, ils en avaient absolument rien à faire de ce qu'on pouvait répondre aux questions ou quoi. Eux, ce qu'ils cherchaient vraiment, c'était, pour le coup, des personnalités, des gens qui avaient du répondant, parce que finalement, toute la mécanique de Maillon Faible, pourquoi est-ce qu'on aimait regarder cette émission ? C'est parce que ça se cassait un peu entre candidats, ça se vannait, etc. Et tout. Et puis Laurence qui arrivait après pour détruire un peu les candidats en fonction des réponses qui ont été données. C'est ça, finalement, le sel de l'émission. Et donc, tout le casting était basé sur la façon dont on s'éliminait entre nous. C'est-à-dire qu'on pouvait répondre absolument n'importe quoi, et il le disait, même si vous n'avez pas la réponse à la question, même si vous ne savez pas, ne passez pas. On préfère des gens qui répondent n'importe quoi que des gens qui passent. Ouais. Et après, justement, parce que les réponses farfelues qui étaient données servaient aux candidats pour ensuite donner du grain à moudre, pour effectivement être un peu cassant ou corrosif lors des phases d'élimination. Et pour finir dans le bêtisier aussi. Oui. Souvent, quand tu disais n'importe quoi, tu finissais. C'est dans le bêtisier. Alors, on a eu pas mal de maillons faibles. Effectivement, il y a eu du bêtisias pour le maillon faible. Et du coup, tu as fini combien en maillon faible ? Écoute, voilà, j'ai fini en quart de finale, ce qui n'est pas non plus. Voilà. Oh là là. Moi aussi, je l'ai fait le maillon faible. Hein. Oui, spécial Star Academy. Ouais. Ah ouais. Ouais. Alors, combien ? Alors, moi, j'ai demandé d'entrée de jeu, j'avais dit, je pars dans les premières. Parce que je savais qu'à un moment donné, j'allais finir dans les bêtises à dire des conneries. Le buffet était juste à côté. Alors, en plus, il y avait un super buffet. Ah, mais il n'y avait rien du tout. Ah ouais, mais parce que nous, c'est Star Academy. On avait des paquets de chips qui traînaient, rien. Ah bah nous, il y avait, c'était nickel. Hein. Et t'as fait d'autres castings comme ça, de jeux ? J'en ai fait plein. Raconte-nous tout. Balance les noms. J'avais fait le casting pour le Juste Prix quand il était revenu à l'époque sur TF1 avec Vincent Lagaffe. Ouais, j'avais été contacté, mais la date ne correspondait pas. Mais c'était pour être gaffette. Et après, finalement, ils ont arrêté l'émission à cette époque. Tu voulais être gaffette ou candidat ? J'ai pas compris. Non, moi, c'était de faire Bill. Là. Ah, Bill, d'accord. Ok. T'as pas tenté Qui veut gagner des millions ? Non, j'ai pas tenté Qui veut gagner. Non, j'ai jamais tenté Qui veut gagner des millions, mais il y avait trop. Les 12 coups de midi. Mais moi j'ai fait, moi. J'avais tenté 1 contre 100 à l'époque avec Benjamin Castaldi. Et t'étais là aussi pour le casting. Le mur. Seb. Mais en fait, Seb, toi, t'étais accompagnateur il voulait venir à tous les castings castings pour après en faire des articles pour censure pour en faire, passage. Et il aimait bien, effectivement. Mais pourquoi t'as pas passé des castings, Seb ? Moi, j'aime bien les coulisses, j'aime bien être dans l'ombre, mais ça m'éclate plus de regarder les émissions. Voilà. J'aime bien être dans l'ombre. T'es l'homme de l'ombre, quoi. De par mon métier. Non, mais en fait, ça m'intrigue et ça m'intéresse comment ça se construit, comment ça s'articule et de découvrir les choses, d'aller assister aussi à des émissions, même si c'est des lancements, effectivement, de télé-réalité pour découvrir les candidats ou voilà, mais non, participer, non, c'est pas, je sais pas. Après, je dis pas que je ne me suis jamais inscrit pour tenter ma chance, mais j'ai jamais, à quoi Ah, vas-y, à quoi ? Je me suis inscrit, par exemple, pour faire C'est 100% logique avec Cyril Ferraud.
Ah Voilà. ouais Ouais, parce que Ok. je suis très intelligent. Ah, ok. ah non, moi je passe pas Ouais, t'es logique, la pour le première coup. Pas étape. forcément intelligent, mais logique. J'avais déjà essayé, je crois, de m'inscrire à Qui veut gagner millions, donc à l'époque où c'était Des candidats. des candidats Ouais. anonymes. Mais voilà, donc je dis pas que j'ai jamais voulu m'inscrire, mais c'est vrai que j'ai jamais passé de casting et je suis pas un acharné de ça parce qu'encore une fois, je préfère être dans l'ombre. Maintenant, j'ai une vraie question. Oui. Parce que je sais pas si Nina elle a déjà participé aussi à des émissions, mais la question c'est la suivante, c'est est-ce que c'est plus intéressant du coup d'avoir été candidate ou candidat d'une émission justement pour mieux comprendre comment ça fonctionne, pouvoir aussi se mettre à la place parfois des candidats pour donner des bons conseils, Oui. voilà ce genre de choses. Est-ce que c'est utile sur le curriculum vitae? Ben, moi, je vais laisser Maud répondre parce que je n'ai pas cette double casquette. J'ai jamais été devant la caméra. Oh. Jamais. Mais par Voilà. choix ou Mais, oui, par choix, parce que je pense que finalement, quand on fait du casting, c'est qu'on a une certaine personnalité, je pense. Oui. Après, Maud, tu me diras ce que tu en penses. Et je pense que oui, ça peut matcher sur certaines émissions, mais ça n'a pas été trop mon choix non plus. Ben, un petit peu comme toi, en vrai, moi, dès le début, je savais que je voulais être derrière la caméra, travailler dans ce monde-là, mais être derrière. Donc, j'ai jamais fait les choses pour être devant. Mais peut-être, qui sait, un jour, je ne sais pas. Ouais. C'est peut-être la future star. Vous savez pas qui vous avez au Ah, bout même, du fil, hein. on en a beaucoup entendu Attention. parler, donc Oui. Grosse star là. Là, on est sur une. Ouais, là, on est sur quelque chose. Madonna. Ouais, Madonna à côté, franchement, peut se rhabiller. Moi, je vous le dis. Par contre, pour revenir justement sur ce que tu disais, Seb, moi, ça m'a énormément aidé d'avoir fait des castings quand j'étais sur des castings, par exemple, de télé-réalité où, en fait, on envoie souvent des filles ou des garçons qui sont quand même assez jeunes. Et que aujourd'hui il y a les réseaux sociaux, etc. Donc j'étais beaucoup là pour les briefer, pour les coacher et aussi être là après l'émission. Je me sentais un petit peu obligée d'être là aussi pour les pour prévenir de soutenir. la suite. Et puis pour les soutenir parce que c'est pas facile de passer à la télé, d'être connu, même si c'est un feu de paille, même si ça dure pas longtemps, mais en tout cas tu es sur des gros programmes, donc forcément tu as été vu par des millions de gens et donc c'est pas forcément facile. Et moi je sais que j'avais plus j'étais beaucoup plus sensible à eux peut-être que d'autres, mais parce que je sais ce qu'ils vivent. C'est difficile, hein. Aussi, et puis pour l'avoir fait, tu sais aussi un petit peu ce qu'on attend. Oui. Donc, non, mais c'est vrai, pour les productions, c'est intéressant. Parce que du coup, ils savent hein, plus ou moins que toi, comme tu Il sais te ce dit qu'on que attend. oui, donc tu dis oui. Oui. Alors il a t'as dit que raison, oui, oui. alors si t'as dit que oui, je dis que Elle est oui. agréable celle-ci. Oh, mais j'ai rien Non. dit. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que fatalement, comme comme tu as été participante à l'émission comme la Star Academy, tu sais plus ou moins ce que la production attend de toi. Donc tu pourras avoir une finesse dans ta recherche Ah ouais. que d'autres n'ont peut-être pas forcément. Tu comprends ce que je veux dire? Ça dépend des émissions parce que moi je ne sais, enfin quand c'est par exemple de la télé-réalité de séduction, des trucs comme ça, Ah mais ça n'a rien à voir, oui, non, mais forcément, c'est sur ça que forcément. j'ai bossé. Ouais, bien sûr. Par contre, oui, effectivement, si demain j'étais amenée ou si j'avais travaillé sur des télécrochets, peu importe, oui, là j'aurais peut-être eu un peu plus Ouais, la fibre. la Ouais. fibre en me disant ah oui, mais en même temps, comme je te dis, chaque année, les choses changent et ils veulent d'autres personnalités. Donc voilà, après à part te dire oui, elle chante juste ou elle chante faux, mais il y en a plein qui savent le faire. Ça, moi c'est plus dans le côté humain que je peux aider. Après, est-ce que j'ai plus de parce que j'ai fait la Starac, je sais plus ce que recherchent les productions, je sais pas. Donc ça veut dire que c'est pas trop humain, l'île de la tentation, le Bachelor, les trucs comme ça. Ben, c'est pas que c'est pas humain, mais enfin après c'est des gens qui vont qui vont un petit peu se montrer. Alors, je vais T'es poser pas la- pris pour ton intelligence, t'es pris ou pour un Ouais. talent. Après, ça dépend. Voilà, il y a des talents. Voilà, ils ont peut-être un talent, mais en tout cas, voilà, c'est que de la séduction, c'est que du physique, c'est que voilà, je pense que c'est au plus tu vas dans, j'embrasse tout le monde et si je peux aller plus loin, et là tu restes plus loin dans l'émission. Donc est-ce que Mais je vais poser c'est la humain question du téléspectateur lambda. Est-ce que c'est pas un peu fake tout ça? Est-ce que ces gens-là sont vraiment en couple et vraiment amoureux? Ou de toute façon, ils savent, perdu pour perdu, on y va, on n'est pas vraiment en couple, donc tu vois ce que je veux dire? ouais. Bah, Vas-y Nina sur ça.
Nous, notre travail, en vrai, il fait aussi grandement partie de ça, c'est de débusquer au mieux qu'on peut, parce qu'on n'est pas inspecteur gadget non plus. C'est ça, voilà, exactement. Mais le vrai du faux, après, il y a des choses où on n'est pas chez eux le soir, tu vois, nous, on fait Sous la couette, ouais, forcément, souvent bien téléphone, visio, etc. On essaye de voir un petit peu si ça semble vrai, demander de l'anecdote, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, voir s'il y a une certaine cohérence. Enfin, je parle plutôt pour ce type d'émission-là que tu donnes, mais c'est valable pour toutes. Oui. En vrai, essaye de voir si les candidats sont crédibles, parce que c'est bien sympa, en vrai, de les avoir en casting, de les sélectionner, mais une fois que ça tourne, il faut que ça soit crédible aussi. Donc c'est vrai que ça fait partie de notre taf, même s'il y a des choses qu'on peut pas faire. Moi, une fois qu'ils ont fermé la caméra, je peux pas savoir si c'est un vrai couple ou si non. Voilà, on fait notre max parce que ça fait partie aussi de notre travail. Mais malgré ça, dans le lot, oui, il y a des gens qui savent qu'ils ont plus de chances en couple ou autre selon le casting et qui vont faker les trucs. Après, nous, notre but, c'est d'essayer de savoir qui est vrai et qui est faux, quoi. Tout à fait. Parce que, par exemple, je veux dire, si tu as un couple de meilleurs amis qui se connaissent très bien, tu vois, donc ils ont forcément des anecdotes en commun, ils auront plein de réponses en commun parce que forcément, l'un connaît l'autre et inversement. Donc, ça peut effectivement prêter à confusion et tu peux te dire, ouais, ok, eux, c'est crédible, tout me semble ok, et finalement, donc ouais, c'est pas évident, quoi. Ils peuvent passer entre les mailles du filet, et malheureusement, il y a des choses qu'on peut pas voir parce que c'est un casting assez ponctuel, quoi. On reste pas, tu vois, des heures et des heures avec eux, donc c'est vrai que c'est compliqué. Parfois, c'est compliqué. Il y a des petits malins. Après, il y a un petit truc aussi psy aussi qui passe. Il voit des psys, je sais pas sur. Exactement. Et là, le psy peut-être détecter quelque chose, mais après. On n'a pas vu, voilà. Voilà. Après, nous, quand on les a face à nous, on se dit ok, et on prie aussi pour que ça soit pas du fake. C'est compris pour que tout soit vrai. On essaye. Il y a des choses. Parfois, on a l'habitude, on a l'œil. Voilà, faut une certaine sensibilité aussi, et du coup, on se dit là, c'est pas logique. Lui, il a dit ça alors qu'elle a dit ça. Enfin voilà, on essaye de voir un petit peu ce qui pourrait être un petit peu bizarre, mais parfois, en fait, on peut pas aller plus loin que ce qu'on peut faire, quoi. Et alors, comment ça réagit justement en coulisses quand vous vous rendez compte qu'il y a un candidat fake, peu importe l'émission, vous vous rendez compte qu'il y a ce qu'on appelle plus communément une erreur de casting? Comment vous réagissez quand c'est quelques jours ou quelques heures avant l'émission? Est-ce que vous avez justement des candidats spares, ce qui vous permet, parce qu'il y a aussi ce fantasme-là de se dire il y a toujours des candidats spares qui peuvent pallier à des problèmes de dernière minute. Et est-ce que c'est le cas justement pour des candidats fake? Et comment ça réagit aussi en coulisses quand malheureusement le tournage a commencé et que vous vous rendez compte que, entre guillemets, le candidat ne donne pas ce qu'il avait promis de donner? Moi, ça m'est jamais arrivé personnellement d'avoir un candidat entre guillemets fake, dans le sens où vraiment fallait que ce soit comme ça et pas autrement. Moi, j'ai fait beaucoup de divertissement, donc il y a des émissions, oui, forcément, parfois le candidat va peut-être être moins bon, entre guillemets, que ce qu'on pensait en casting. Je parle surtout des émissions où voilà, il fallait de la personnalité, il fallait envoyer, on avait l'impression qu'il était ultra dynamique, et que voilà, et peut-être que devant la caméra, ça va s'éteindre un petit peu parce que c'est différent de passer un casting et se retrouver, entre guillemets, sous le feu des projecteurs et d'avoir des caméras un petit peu sur nous, et c'est ce qu'on leur explique, souvent. Avant un tournage, on leur dit c'est différent, là c'est le casting, mais après c'est vraiment le tournage. Donc il faut vraiment se sentir à l'aise et c'est ce qu'on essaye de faire. Maintenant, un candidat fake au point de se dire on est totalement trompé sur la marchandise, moi, ça m'est pas arrivé. Et puis nous, en fait, on n'est pas en tournage, nous on est vraiment avant quand on est au casting. Ça m'est pas arrivé. Après, je suppose et je l'ai supposé que si c'est arrivé à certains, oui, on a des candidats spares. Après, c'est souvent pour tout ce qu'on appelle des plantades, des gens qui au dernier moment, annulent leur participation ou des accidents. Il y a des candidats qui tombent malades, qui se blessent juste avant le tournage. Et c'est pour ça qu'on a, entre guillemets, des spares, voilà, des candidats remplaçants qui sont prévenus, qui sont remplaçants, voilà, au cas où. Il y a ce que ça marche pour des émissions, des très grandes émissions aussi, comme des Koh-Lanta, des choses comme ça, où parfois il y a des candidats qui sont malades au dernier moment et tout ça. Maintenant, enlever un candidat parce que finalement il était moins bon que ce qu'il donnait en casting, moi j'ai pas l'impression que ça se fasse. Tant pis, en fait c'est le jeu, c'est comme ça. C'est que la personnalité c'est un petit peu éteinte parce qu'on peut jamais prévoir avant d'être passé devant la caméra si on va être comme on est dans la vraie vie ou si vraiment on va s'éteindre un petit peu et se fermer un petit peu. Après Maud, je sais pas, peut-être que toi oui, mais moi j'ai pas connaissance de ça. Non, après il y a eu des gens, des plantades comme tu disais, et là oui tu dois trouver absolument toi t'as le spare soit là tu remplaces. Après par exemple sur des émissions de rencontres etc où il y a des éliminations, je pense que si le mec ou la nana n'a pas donné
vraiment ce qu'il fallait, je pense qu'ils vont faire en sorte que ça s'arrête. Je pense. Après, nous, en casting, ça nous concerne pas. En vrai, nous, on est là, Oui, une fois que les envoie... candidats sont dans l'émission, Voilà, votre taf après, s'arrête, c'est ouais. eux. Après, oui, on peut entendre des trucs, oui, machin, mais nous, après, ça ne nous regarde plus puisque ça a été validé. Il n'y a pas de par SAV, quoi. Non, il n'y a pas de SAV puisque ça a été validé au moment où nous, on les présente, ça a été validé par la production. Donc après, nous, on n'est plus là pour ce genre de choses, quoi. Donc, il s'est jamais, en tout cas, il n'y a jamais eu de mecs qu'on a viré comme ça. Mon Dieu, il est nul, machin. Parce qu'en général, les mecs, en tout cas en télé-réalité, quand ils y vont, peut-être au début, ils sont timides et après, ils sont un peu bougés aussi en disant allez, vas-y, envoie. Et il y a quand même des journalistes qui sont là, il y a quand même des gens, ils sont pas tout seuls. Donc, je pense qu'ils sont un petit peu, peut-être, j'irai pas à guider, hein, on leur dit pas va faire ça, va faire ci, va faire l'autre. Mais t'es un petit peu orienté, donc ça doit un petit peu les chauffer, quoi. Moi, j'avais une question par rapport aux réseaux sociaux, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Il y a eu 20 ans, plus de 20 ans, 25 ans maintenant de télé-réalité, donc ça a complètement changé, notamment grâce ou à cause des réseaux sociaux. Est-ce qu'on entend souvent que les réseaux sociaux maintenant sont un critère aussi de sélection lors des castings? Voilà, tel candidat, il est bien suivi sur les réseaux sociaux, il a déjà sa petite communauté. On l'a vu pour Secret Story récemment. Notamment, alors bon, c'était plus des TikTokers. Des TikTokers, voilà, oui. on entend beaucoup ça, Ouais. mais moi, voilà, je parle de tous les réseaux sociaux confondus. Est-ce que c'est réellement un critère de sélection qui va donner justement aussi un écho forcément à l'émission via leurs propres réseaux sociaux, ou est-ce que c'est un peu un fantasme et aujourd'hui finalement les réseaux sociaux des candidats, s'ils en ont, ça importe peu? Vas-y, Nina. C'est pas du tout un critère. Le fait qu'il ait des followers, c'est pas du tout un critère. Par contre, le fait même que les réseaux sociaux soient notre vivier, ça c'est totalement vrai, c'est le vivier numéro 1 aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, ça nous permet de cerner une personnalité, ça nous permet de parler à quelqu'un très facilement. Voilà, on envoie un DM, on demande si l'émission en question, ça peut les intéresser. Maintenant qu'il est... oui, alors, sa visibilité va faire en sorte qu'on le voit plus rapidement, mais en fait, au final, la personnalité importe plus. S'il a 100 000 followers, mais que derrière, la personnalité n'est pas intéressante, et s'il en a 200, et qu'au final, c'est quelqu'un qui est génial, on va prendre celui qui a 200 followers, pas celui qui a 100 000. Ouais. Ça tombe bien, j'en ai 200 et je suis génial. Oh là là, tu veux faire quoi, toi? Et ben Un voilà. petit short? Non, en vrai, Je suis mon prochain candidat. En vrai, j'aimerais bien, si je devais dire tout de suite, tu vois, là, je pensais au meilleur pâtissier. C'est vrai? Ouais, je sais pas pourquoi. Ah non, mais là, on a... Lance-toi, tu vas faire quoi, ton brownie? Ouais, Oh, je vais lui faire bouffer son brownie à Lignac. Et on va voir s'il le reconnaît. Le fondant, chocolat. Ah oui, c'est un fondant, c'est pas un Non, brownie. dans son bouquin, c'est... Alors, il y a aussi la recette du fondant, mais moi, je préfère faire le brownie. Mais enfin bon, là, on s'égare. Mais tiens, attends, mes questions pour Maud. Toi qui nous connais un petit peu, quand même, savez-moi. Dans quelle émission, si demain tu devais nous caster, tu nous mettrais? Ah ben dans Pékin Express, tous les deux. Ah, je pense que je meurs de rire. Là, je vous fous tous les deux dans Pékin Express. En vrai, ça Mais- peut être très drôle. Mais très très drôle. Tu vois, Seb, tu vas y aller en Inde. Ah voilà, tu voulais y aller en Tu vas Inde, ça y finir est, avec cours. une poule sur les genoux qui fait caca. Faut que je refasse Mais, un passeport. Mais Ah non, mais là-dedans, tous les deux, vous me ferez tellement rire. C'est très Non, mais génial. tu nous vois comme bon client de Pékin Express. Ah ouais, mais grave. je peux tuer Mais Lucas grave. quand même. Hein. Tous les deux en train de gueuler. Je pense qu'on fait pas le deuxième pays. Et... ouais. Ah non, mais lancez-vous, les gars. Franchement, Mais vous me est-ce faites tellement rire. que tu penses qu'on serait des bons candidats? Non, mais blague, très sérieusement, Je vraiment. pense que oui. Parce Ah, qu'on a une merde. personnalité que tu. je compris pense partie que des oui. gens. Si demain tu ne connais pas, on se prend un casting, on a les personnalités que tu pourrais éventuellement. Après, je sais pas, c'est j'ai pas détecté. bossé sur des Pékin Express, tout ça, mais Non, mais- vous connaissant, en regardant l'émission, ouais, déjà, en termes de perso, là, vous allez vraiment, mais tout le monde va vous aimer. Parce que vous êtes chou, mais vous êtes drôle. Donc déjà, ça va être super. Et vous êtes des personnalités un petit peu différentes. Toi, t'es un peu plus dynamique. Lui, il est plus, Seb est plus dans un truc à réfléchir, Attention à à ce que comment tu on va dis. avoir la voiture. Toi, tu vas foncer. Lui, avec la carte en train de... Ça peut être très, 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 très drôle. Franchement, oui, vous avez... Mais pourquoi vous lancez pas? Ah, on va y Allez, réfléchir, ça on serait sait, hein. drôle. Faut que je refasse un passeport. Ah bah, fais ton passeport et on va se renseigner pour les castings. Vous y allez. Ah là là, Oh Nina, t'es pas sur Pékin Express par hasard? non, alors ça, c'est la question. C'est- Ouais. Voilà. Ah là, mais c'est pour ça. C'était prévu en fait. C'était justement en fait, en fait si tu veux, c'est pour un peu voilà me lancer sur une prochaine question. C'est est-ce que
parfois on vous demande un petit coup de pouce, un petit coup de piston, et j'imagine que ça doit vous énerver, mais alors... C'est absolument tous les jours que Dieu fait, tous les jours que Dieu fait, et surtout sur cette émission qui est Pékin Express, parce que voilà, je travaille un petit peu pour la même chaîne. Ouais. Donc c'est vrai que la facilité, c'est de m'écrire toute la journée. Est-ce que Pékin Express, tu travailles dessus? Et la deuxième question, c'est est-ce que tu peux me pistonner, sachant que je ne connais pas la personne? Alors je réponds à tous ceux qui vont nous écouter aujourd'hui, la réponse est non, et pour l'un et pour l'autre. Et alors Lucas, je crois que tu voulais te marier aussi. Là, c'est par dans mon domaine. Là, elle connaît. Là, tu peux. Je plaisante pour pas qu'il y ait de fausses joies. Là, il était en train de... Là, il était déjà emmerdé. Il était en train de regarder le site du manège à bijoux. Là, il était emmerdé. Non, mais c'était pour faire la transition, pour parler des émissions. Tout à l'heure, on parlait des émissions un peu chaudes. Mais il y a aussi des belles émissions où on célèbre des mariages. Oui, t'as marié au premier regard, t'as 4 mariages pour une lune de miel. Pour une lune de miel, et Nina a travaillé sur les 2, donc elle peut vraiment. Exactement. Alors moins longtemps pour l'une que pour l'autre, mais voilà, je suis plus mariée au premier regard que 4 mariages. Ah mince, j'avais des questions pour l'autre. Elle pourrait répondre. Ah, vas-y, tu peux, mais ça fait longtemps du coup, donc je sais plus si c'est comme ça encore, mais dis-moi. En tant que téléspectateur du coup de l'émission, on se pose souvent la question de savoir si le casting en fait d'une semaine, donc ce qu'on voit à l'antenne, donc c'est une semaine de mariage enfilé, mais on imagine, enfin enfilé, je parle pas de la mariée, mais pardon, mais ce que je veux dire, on imagine bien, on imagine aisément que c'est pas tourné sur une semaine, c'est ça que je voulais dire, mais est-ce que ce casting de la semaine, ça se passe toujours dans la même région ou comment ça se déroule, parce que ça doit être un peu une prise de tête pour organiser que les mariés aillent dans les mariages des autres, etc., et que tout s'imbrique bien. Non, alors c'est pas du tout une semaine, parce que les mariages en général c'est le samedi, donc c'est sur 4 samedis différents. Pour que les mariés, c'est jamais la semaine. Après, s'il y en a la semaine, c'est cool. Et comment se fait la compatibilité? C'est qu'il faut que toutes les mariées soient disponibles pour assister à tous les mariages. Voilà, c'est comme ça qu'on fait un petit peu. On fait un casting de plein de mariés, en fait, de plein de couples de mariés, et on assemble les semaines. Là, pareil, encore une fois, on essaye, je pense, d'avoir des semaines où on a 4 mariages totalement différents, pas avoir le même thème. Si on a le mariage en rose et blanc tout sur une semaine, on va pas mettre 4 mariés qui ont ce thème-là. Il faut avoir quand même des mariages un petit peu différents pour que la semaine soit un petit peu homogène. Il faut que toutes les mariées soient dispo pour assister à tous les mariages. Mais c'est pas dans la même région. On peut très bien avoir des mariés de Marseille avec des mariés de Belgique, avec des mariés de Paris, sur la semaine. On les fait se déplacer. Ah oui, c'est ça. Ouais, grosse organisation là quand même. Ça doit être bien casse-tête, c'est compliqué. Ça. En pleine organisation de ton mariage, il faut que tu sois disponible les week-ends d'avant ou les week-ends d'après. Pour assister au mariage des autres. Parce qu'évidemment, c'est pas des mariages, un en janvier, l'autre en mars, l'autre en août. Non, ça va se jouer peut-être sur un mois où en fait, tout est samedi. Tu vas être à un mariage de quelqu'un que tu ne connais pas. C'est ça. Voilà. Mais que tu vas défoncer. C'est ce que j'allais dire. Exactement. C'est la guerre. Et alors justement, est-ce qu'il y a des profils de mariés type, ou alors est-ce qu'il y a un budget un peu idéal? Parce que c'est vrai que des fois, quand on regarde, on a l'impression que c'est un peu, on va pas dire toujours la même chose, mais on sent qu'il y a certains mariages qui n'ont pas trop de budget. Que ce soit dans la robe ou la qualité du buffet. Mais non, alors à mon époque, quand je l'ai fait, il n'y avait aucun critère de sélection par rapport au budget. On pouvait très bien avoir 1 000 € de budget comme 50 000. Après, faut avoir surtout, et c'est ce qui est le plus compliqué dans ce casting, envie de montrer son mariage, qui est quand même un des jours les plus intimes dans une vie. Donc que ça soit le mariage ou que ça soit l'accouchement avec Baby Boom, des émissions comme ça, où le casting va surtout se faire en vrai par rapport aux personnes qui ont déjà cette envie d'être filmées ce jour-là. C'est compliqué d'avoir des émissions de télé qui débarquent sur un jour où tu n'en as qu'un, en principe, dans ta vie. Après, tu pars avec cette idée. Après, tu peux en avoir 2, 3, mais on n'en a pas 172, en tout cas. J'espère pas, je ne le souhaite à personne. Mais c'est compliqué d'avoir cette idée-là, de la télé qui débarque, et surtout, un jeu de notation, donc en fait où on va juger, c'est le but, juger le plus beau jour de ta vie, juger ta robe, juger ton repas. Ouais, alors que c'est tellement personnel finalement, c'est compliqué. Et puis ça peut être violent aussi, ça, quand tu regardes la candidate en face de toi qui dit que ta robe était moche, que le gâteau était dégueulasse, et que les amis... Qui le fait même d'avoir des inconnus en fait à son mariage, il y en a qui sont totalement contre. Et en plus ça juge. De base, tout à fait. On les connaît pas, donc c'est vrai que c'est des envies ou pas, déjà le casting se fait par là. C'est déjà, on a un entonnoir de base, on se dit, bon, déjà, qui veut bien être filmé le jour de son mariage? Et puis après, on voit un petit peu ce qu'on nous propose comme mariage. Oui, aussi. Donc clairement, c'est une idée reçue de dire que les mariés n'ont pas beaucoup de budget, que c'est pour ça qu'ils font cette émission-là, pour que ça paye leur lune de miel.
Oui, voilà, tout simplement. Après, il y a peut-être aussi une corrélation. Hein. Peut-être que voilà, quand on a suffisamment de budget pour faire son mariage, c'est qu'on a suffisamment de budget pour partir en lune de miel derrière. Donc peut-être que s'il y a des mariages petit budget, c'est qu'il n'y a pas forcément derrière le budget pour partir en lune de miel. Donc ça peut aussi aider et donner un petit coup de pouce. Ça fait partie peut-être des motivations de certains couples. Ouais. Et puis il y en a qui ont envie de passer à la télé et qui se disent oui, il y a surtout aussi cette idée. Hein. Il y a beaucoup de gens. J'adore cette émission, donc j'ai envie de le faire. Exactement. Il y a souvent ça aussi. Ah ben j'adore. Il y en a qui sont passionnés par l'univers du mariage, la déco, les robes. Il y en a beaucoup qui adorent ça. Et j'ai toujours regardé cette émission. Je me suis toujours dit que le jour où j'allais me marier, c'est ça que j'allais faire. On a beaucoup aussi ce type de personnes. Oui, puis il y en a qui adorent chier sur les autres aussi. Donc, tu veux, il en faut pour tous les goûts. Je suis pas sûre que tu dois faire cette émission en te disant je vais la fracasser. Ouais. Après, il y a le côté un peu jeu, forcément. C'est elle contre toi. Donc, on va pas faire. C'est logique. Voilà, mais je suis pas sûre. Oui, il y a ce côté un peu compète, mais il n'y a pas ce truc, non. Il y a ce truc de, je mettrai la note que je ressens au moment où, voilà, si ça me plaît, ça me plaît. Si ça me plaît moins, ça me plaît moins. Et ça se ressentira. Mais c'est vrai que j'ai pas eu ce truc de, oui, je vais la fracasser, je vais mettre que des zéros. Et puis maintenant, alors à mon époque, je suis pas sûre que ça existait. À mon époque, il y a 30 ans. Non, mais je suis pas sûre que ça existait, mais je crois, parce que j'ai quand même encore des personnes qui font ce casting actuellement. Et je crois que depuis qu'il y a Élodie, qui est un petit peu l'arbitre. Oui. Ça a changé dans la notation. Il y a des notes où on n'a plus trop le droit d'aller en dessous, quoi. Juste parce que sinon tout le monde va se mettre 0 et c'est l'enfer. Moi je fais le truc, je fracasse tout le monde, même si c'est super, je te mets 0. Hein. Faut que je gagne. Hein. Et voilà. Oui. Et je crois qu'on peut plus. On peut plus. Non, mais oui, mais faut arrêter. Quand t'es là et que t'as envie d'avoir absolument le voyage de noces, au bout d'un moment, on y va, quoi. Allez, on fracasse. Parce que sinon, t'as toujours une personne comme ça qui va mettre des 0, 0, 0, 0, 0, 0 et puis ça tue un peu le game, quoi. Donc non, je pense que ça, on n'a pas le droit de le faire. Je pense qu'il y a, alors je sais pas le barème, je sais pas quelle note on n'a plus le droit d'aller, mais je crois qu'il y en a une où sans justification, parce qu'on a toujours le droit de le faire, vraiment, mais si sans justification, on peut pas la mettre. C'est pas genre oui, c'était super bon, j'ai adoré 2, ça on peut plus le faire. Voilà. Oui. Et tu as travaillé donc aussi, comme tu disais tout à l'heure, sur Mariée au premier regard. Comment en fait ça se passe le casting? Comment vous allez dénicher les candidats? Est-ce que c'est les candidats qui viennent candidater? Est-ce que vous allez les chercher, vous, sur les réseaux? Comment vous abordez le sujet de Mariée au premier regard? Alors, comme sur tous les castings, donc c'est un peu général ce que je vais dire, mais je vais le mettre comme ta question concerne Mariée au premier regard, je vais l'adapter à cette émission-là. Comme tous les castings, nous, le but, c'est vraiment d'aller un petit peu taper dans le mille de ce qu'on nous demande. Donc, d'aller chercher le vivier numéro 1 de ce qu'on demande. Donc, Mariée au premier regard, c'est du célibataire. Donc, où trouve-t-on du célibataire? Tous les moyens sont bons, mais aujourd'hui, le vivier numéro 1, c'est les applications de rencontres. Ouais. Voilà. Donc, on est un petit peu sur les applications de rencontres. Il y a aussi les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, faut voir si la personne est célibataire ou pas. Il y a aussi de la cast machine. Donc, c'est des gens qui s'inscrivent tout seuls avec les appels à témoins ou parce qu'ils connaissent les émissions. Donc, on a des profils aussi qui s'inscrivent tout seuls. Il y a aussi du casting sauvage où, on va dans les endroits, les soirées de célibataires, des choses comme ça. Enfin, pour toutes les émissions, en fait, on va essayer, c'est du bon sens, on va essayer de voir où est-ce qu'on pourrait trouver les meilleurs profils. Et donc là, en gros, c'est trouver du célibataire. Quand tu dis site de rencontre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un compte sur Gliden. Sur Net Échangisme, par exemple, et donc tu vas caster... Ouais, on évite, on va quand même prendre des personnes assez... classique, si je puis dire, je ne juge personne. Non mais le fond de ma question, c'est surtout vous vous présentez directement et vous êtes là pour faire du casting, et donc par définition vous êtes entre guillemets un faux profil qui ne recherchez pas pour vous-même. Tu mets ta propre photo, ça veut dire comment ça se passe? Ouais. Mais non, mais alors, oui. La réponse est oui. La réponse est oui, je mets ma propre photo, mais je ne parle pas pour mon plaisir personnel avec ces personnes-là. Oui. J'explique directement au premier message que voilà, je travaille pour une émission. Même s'il est très beau. Même s'il est très beau. Non, professionnel. On mélange pas tout. Mais bien sûr. Mais donc du coup, ça veut dire, Nina, que ce sont des femmes qui castent les garçons et inversement les garçons qui castent les femmes. Comment ça se passe? Ouais, bien souvent. Ouais, on est des équipes, on est mixte dans les équipes et bien souvent c'est comme ça que ça se passe. Quand c'est les réseaux sociaux. Après, si c'est quand c'est des réseaux sociaux, non. Quand c'est des applications de rencontres, après si c'est les réseaux sociaux, on peut aller démarcher sur Instagram des profils, des personnes en étant, moi je dis que je suis une femme et je suis là, voilà, je travaille pour Mariée au premier regard. Est-ce que ça pourrait vous intéresser d'en savoir un petit peu plus ou de participer à l'émission, etc.
voilà, hein, on y va et puis on propose. Mais alors après, il y a des castings encore plus trash en télé-réalité. Parce qu'on rigole, mais il y a par exemple Frenchy Shore. Ah, mais ça, il faut qu'on en parle de ces émissions. Ouais, par exemple. Où il y avait OO, je sais pas comment ça se prononce, c'est O Live là aussi, qui était un nouveau média en ligne qui s'est lancé, qui a fait du 24-24 dans un loft dans Paris avec des candidats qui étaient très chauds, on va dire. Oh, mais oui. Comment sont castés du coup vraiment les candidats? Donc là, on est un peu au-delà de l'idée de la tentation. C'est-à-dire que là, ça consomme. Non, mais là, ça consomme sec. Et en plus, c'est assumé. On va dire que dans certaines émissions, on voit pas, ils sortent pas de la chambre en disant, dis donc, ils sont quand même un peu plus discrets. Là, il n'y a pas du tout de discrétion. C'est assez. C'est le brief de départ. Hein. C'est le modèle américain. Là, c'est vraiment, c'est l'essence même. C'est comme Jersey Shore, c'est sur MTV, je crois, de base, il y a certaines années. Là, c'est ça. C'est en fait des jeunes sous couvert de on aime bien faire la fête. En fait, ça parle vraiment très trash de tous les sujets, quoi. Ouais, c'est chaud quand même. Et je pense qu'il les cherche aussi sur les réseaux, mais aussi dans les boîtes de nuit. Je pense qu'ils vont les. Oui. Ça existe encore, ça, le casting boîte de nuit? Oui. Ouais, ça existe surtout encore. en télé-réalité. Ouais, en télé-réalité, parfois, quand tu dois vraiment chercher que t'as pas ce qu'il faut, tu peux te retrouver en boîte de nuit pour essayer de trouver la perle rare. Et je pense vraiment là que dans Frenchy Shore, c'est vraiment là, il faut vraiment des mecs qui adorent faire la fête, hyper libérés, vraiment dans un truc. Moi, ils n'ont pas peur de parler de tout, tous les sujets sans tabou. C'est un petit peu ça. Vraiment. Là, il n'y en a pas. Non, ça, moi, sûr. Je vais pas jouer Marie-Louise de machin, mais Frenchy Shore, moi, ça m'a choquée. En mode Marie-Louise podcast. En mode Marie-Louise. Non, mais vraiment, ça m'a. C'est parce que c'est pas le modèle auquel nous, on est habitués en France. En vrai, ça a toujours été sous-entendu quand il s'est passé des choses, parce que il se passe toujours des choses dans les téléréalités. Ça reste des humains, des jeunes. Voilà, c'est comme des vacances, des colonies de vacances. Et je parle notamment aux scènes bien connues, même le Loana Jean-Édouard. Même si ça remonte à 20 ans, ça n'a jamais été traité de la même manière que Frenchy Shore. C'est beaucoup plus trash. On voit plus de choses, on parle beaucoup plus crûment, parce que nous, en France, c'est pas le modèle qu'on a. Ça, c'est vraiment le modèle anglais ou le modèle américain. Ouais, mais moi, j'étais pas prête. J'étais pas prête à avoir vraiment ce genre d'émission-là. Après, je respecte les candidats qui le font et leur liberté, parce qu'ils vivent avec leur temps et que voilà. Mais je suis peut-être un peu, je sais pas, trop vieille ou j'en sais rien, mais je m'attendais pas à ce genre d'émission-là, et je me dis, c'est quand même accessible à des ados, c'est accessible à tout le monde, quoi. Donc je me dis, j'aimerais peut-être pas que mes enfants tombent dessus, quoi. Après, je ne juge pas, c'est pas mon genre, n'est-ce pas, de juger ce genre. Tout à fait. Non, mais ouais, j'étais un petit peu choquée. Mais il faut un petit peu de tout. C'est pour un public averti. Voilà, exactement. Oui, c'est pas sur les grandes chaînes. Ah non, on va pas mettre en prime time sur TF1. Non. Ça passe pas, ça. Non, non. Et du coup, donc, dans les émissions un petit peu plus mainstream, effectivement, on a parlé. Donc, il y a beaucoup d'anonymes, mais il y a aussi des émissions avec des célébrités. Je pense par exemple au Traître, Projet H qui va arriver prochainement avec Laurent Ruquier. Est-ce que finalement j'ai envie de dire les candidats connus VIP sont plus compliqués à caster que des candidats anonymes, de par leur complète parce qu'un anonyme forcément est complètement neutre de tout, alors que quelqu'un qui est un peu aguerri à cet exercice sera peut-être un peu plus. Mais c'est pour ça que c'est plus le même métier du coup. Ouais. Nous on fait vraiment du casting, et là ça va être de la programmation. C'est donc ça. En fait c'est différent, parce qu'en fait on connaît donc c'est des programmateurs. Voilà. On est censé déjà connaître ces personnalités-là parce qu'elles sont connues pour quelque chose, donc on les a déjà vues. En fait on peut déjà élaborer un profil type de ces personnes. Lui, il est drôle, lui, il est plutôt stratège, des trucs comme ça. Ouais, après, il est vrai qu'on leur fait quand même passer, entre guillemets, peut-être un petit casting. Après, ça dépend certainement des émissions, mais on va peut-être leur faire passer un petit casting pour leur dire, est-ce que, je sais que par exemple, dans Les Traîtres, je sais pas comment ça se passe, mais il doit y avoir une discussion avec le programmateur ou autre, parce que on va essayer de déceler qui on pourrait mettre en traître, de qui on pourrait mettre dans l'autre profil, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a les traîtres et les... voilà. Loyaux, et bien du coup on va essayer de cerner un peu celui qui serait peut-être le plus joueur, le plus stratège, etc. Mais il n'y a pas de casting à proprement parler. Non, puis là ils vont aussi chercher des gens qui sont un petit peu dans l'actualité. Enfin voilà, il y a aussi ce truc là. Tu parlais des réseaux sociaux, des followers et compagnie. Là par contre, là ça rentre en jeu. Là ça rentre en jeu. Là.
Et le chèque. Voilà. Parce que ça peut être des Oui, éléments parce que de quand c'est avec les stars, motivation. en termes de, ou même Mask Singer, parfois en termes de popularité, c'est pas non plus des gens qui. Ouais, mais ça commence un petit peu à monter. Au départ, c'était, je pense qu'il y a plein de. Non, Marc mais... Villalonga dans Danse avec les stars, je suis pas sûr que ce soit. Enfin, Bah, c'est marrant. C'était au début. Moi, oui, je oui, l'aime, mais hein. je suis pas sûr que c'était elle qui avait le plus de Non, followers. mais- Elle a son public. Mais bien sûr, mais Oui, comme tout oui. le monde, comme tout le monde, absolument. Non, mais Non. c'est vrai que qu'est-ce qui les motive, comment les programmateurs, pour le coup, les motivent au-delà du chèque et de la notoriété à participer à telle ou telle émission. On sait que pour certaines émissions, on leur propose un peu des packages aussi. On leur dit, bah, tu vas faire ça et puis peut-être qu'après, tu auras une émission sur la chaîne ou etc. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'effectivement, c'est pas du tout un casting du coup, mais il y a une autre forme de recrutement, on va dire ça comme ça. Après, pour, ça dépend. Il y a pour des, ce type d'émission. il y a ouais. des gens qui ont besoin de revenir aussi sous les projecteurs et qui se servent aussi de ces émissions-là pour revenir, justement, pour Ouais, peut-être ramasser. que certains ont une promo, une actu ça pourrait Voilà. les aider. Certains sont aussi motivés peut-être par le fun simplement de l'émission. Je pense Ouais. au Traître, ça doit être une émission hyper drôle à faire. En vrai, moi, si je pouvais, je la ferais, par exemple. Ah, bah voilà, on a trouvé. Exactement. Voilà, j'adorerais la faire. Vraiment, enfin, ça a l'air hyper drôle à faire. Mm. C'est vraiment une immersion, c'est cool, c'est un jeu. Donc, on doit s'amuser, tout ça. Et je pense que ça dépend des gens. Et on cherche un petit peu ce qu'on a besoin de trouver dans ces émissions-là. Mais ouais, là, ça fait pas partie du casting pur. Un autre type de... C'est un Ouais, autre nous, on type, doit aller de- chercher un petit peu de l'anonyme, en vrai. C'est ça. Ouais, même si moi, ça m'est arrivé parce que parfois, je pense aux émissions comme Le Dîner Presque Parfait. On a une ligne d'anonyme, Ouais. mais au milieu, on va mettre souvent une personne, une célébrité ou quelqu'un de télé-réalité. Voilà, parce que les anonymes vont être contents de partager un moment et parce qu'en vrai, en télé, c'est cool aussi pour le téléspectateur de se dire, lui, on le connaît, il est plutôt chanteur ou il est plutôt dans telle télé-réalité, mais là, on aimerait bien voir quand il reçoit des gens à dîner, comment ça se passe. Enfin, c'est aussi sympa de voir ce côté différent Ouais. de quelqu'un. Donc voilà, mais ça va être ponctuel en vrai. Ça va pas être une émission full avec que des gens déjà connus, quoi. Ouais. Et alors, quelques questions, les filles, parce que moi, vous faites un métier que j'aurais adoré exercer, et pourtant, j'ai fait pas mal de métiers dans ma vie, mais comment est-ce qu'on devient casteur? Parce que c'est quand même un métier assez On a deux particulier. parcours Oui. totalement différents là. Ah, vas-y, Nina, comment tu es devenue casteuse? Comment tout a commencé? À la base, quelle est ta formation d'origine? Dis-nous tout. Ouais, alors moi, c'est totalement différent de Maud. Du coup, on n'est pas du tout arrivé là au même endroit, mais comme quoi, tout peut arriver. Moi, j'ai d'abord un BTS communication. Ok. Ensuite, j'ai un Master 2 en production télé. Voilà, donc Bac+5 en production télé, Chouette. parce que je savais que je voulais faire de la télé. Donc, j'ai télé, cinéma, spectacle vivant, etc. Mais je me suis spécialisée en télé dès le début. J'ai d'abord commencé par la prod télé sur des émissions comme Masterchef, tout ça. Très TF1 en vrai, ma formation de base. Belle école. Belle école. Et voilà, j'ai commencé dans la prod pure, donc l'organisation de tournage. Et très vite, j'ai voulu voir un petit peu comment ça pouvait se passer en contenu même, parce que je pense que le cœur d'une émission, ça reste quand même le casting. C'est cool. Et parce que, quand je dis le cœur, c'est que c'est le tout début, en fait. On part d'une page blanche et on construit un petit peu le truc. Donc, c'est ça qui m'amusait. J'avais envie de voir ça et d'avoir du contact, en fait, avec les gens. Donc, j'ai voulu faire ça. Et de fil en aiguille, sur une émission, j'ai travaillé en production et la directrice de casting m'a appelée pour me dire, écoute, on va voir ce que ça donne sur une émission en cast, vraiment que en cast. Et j'ai changé et je n'ai plus changé depuis. Je fais du casting. Voilà. Et du coup, tu Mais bosses je pour savais que je voulais pas diverses productions. Diverses productions, mais plus particulièrement pour M6 depuis un petit nombre d'années. Ouais. D'accord. Voilà. Moi, j'ai un BTS Star Academy. Waouh. Voilà. Waouh. Voilà, donc bac plus Il n'y en a pas beaucoup 19. qui l'ont, celui-là. C'est clair. Et non, Donc, non, t'as alors. fait l'école d'Amarie Lélis, c'est ça? Ouais, Damary Lélis. Ouais. Incroyable. Avec Alexia Laroche-Joubert à la tête. C'est sélectif. Hein. Voilà. Ah bah ouais, voilà, c'est ça. C'est une école cool, privée, je crois. C'est une non école très, très, très C'est privée. du hors contrat. Ouais. Non, moi, j'ai aucun diplôme en télé, rien du tout. En fait, justement, voilà, j'ai été très jeune justement dans ce monde de télé. Après, j'ai été comédienne, donc j'ai beaucoup, beaucoup travaillé en tant que telle. Et au bout d'un moment, j'ai voulu voir, en fait, parce que j'ai participé à des émissions, mais en fait, je ne savais pas comment ça fonctionnait vraiment, en fait, des émissions. Et je me suis dit, pourquoi pas
se diriger enfin, passer de l'autre côté de la caméra. Mais quoi faire? Parce que le problème, c'est justement, je n'ai pas de diplôme et que je ne vais pas m'embarquer dans des postes où je n'avais pas les compétences. Et en fait, on m'a dit, pourquoi ne pas commencer par le casting? Et voilà, je me suis dit, pourquoi pas? Et la chance là que j'ai eue justement d'avoir fait la Starac, c'est de connaître des gens. Donc j'ai joué un petit peu de mes connaissances un petit peu, chose que je n'avais jamais fait de ma vie. Non, me fais pas l'œil parce que non, j'avais jamais fait. Ok, d'accord. Et donc du coup on m'a dit ok, donc j'ai posé la question, on m'a dit ok, il y a une émission. C'est là que j'ai rencontré Nina d'ailleurs. C'est sur on bossait pas sur la même émission, mais on était dans les mêmes bureaux, on avait la même directrice de casting. Et j'ai commencé, voilà, comme ça, il y a 6 ans. C'était il y a 6 ans. Et je ne savais même pas comment on faisait pour allumer l'ordinateur, ni faire des tableaux Excel. Tu sais toujours pas. Hein. Non, toujours pas. C'est toujours un peu l'informatique et toi. Non, ça fait 2. Là, on n'est pas non plus copains. Et du coup, je me suis retrouvée avec un ordinateur et un téléphone. Et je me suis dit, mais comment fait-on, en fait? Et j'ai eu la chance, du coup, d'avoir justement des gens comme Nina. Il y en a plein d'autres que je ne citerai pas là, mais qu'ils se reconnaîtront. Ils ont intérêt à écouter le podcast. Je plaisante. Et qui m'ont aiguillé et aidé. Et c'est justement en regardant, parce que j'ai eu de la chance quand même de tomber sur une équipe plutôt pas mal et qui avait de la bouteille un petit peu dans ces métiers-là. Donc j'ai vraiment vu comment ça se passait. Et donc du coup, j'ai commencé ça. Mais je suis redevenue comédienne. Mais bon, je garde quand même ça dans un coin de ma tête parce que ouais, c'est pas mal. Après, j'avais un peu plus de mal dans les castings justement de télé-réalité où voilà, j'avais trop de sensibilité et du coup c'était un petit peu plus compliqué pour moi. Oui, ne me regarde pas comme ça, Lucas, je suis quelqu'un de sensible. Je n'ai pas un cœur de pierre. Et alors entre casteuses comme ça, même quand vous étiez dans le même bureau, il y avait quoi? Il y avait une forme de rivalité, c'est à celle qui ramènera le plus beau gosse pour le casting? Non. Ou au contraire vous entraidez, vous filez les bons tuyaux en vous disant tiens, dans tel club là il y a un nid à candidat. À l'hippocampe. Il y a l'hippocampe. Ça, c'est Lucas. Allez faire beaucoup de casting là-bas à l'époque. Non, mais n'importe quoi, vous me faites passer pourquoi? Moi, je vais juste à l'hippopotamus, moi. Manger la purée qui est très, très bonne. Non, mais en vrai, en tout cas, il n'y avait pas ça entre nous. Alors, Nina et moi, on ne travaille pas sur la même émission. Hein. Mais en tout cas, moi, j'ai jamais trop connu de rivalité. Et là, pour le coup, avec elle... pas du tout, et je pense que si on a des candidats, s'il y a des choses qui peuvent aider l'autre, mais même encore aujourd'hui, je pense que si Nina, enfin voilà, des amis qui sont très proches de moi ont besoin, je sais pas, elle me dit j'ai besoin d'un numéro ou j'ai besoin de machin, si je donnerai. On a une sorte de solidarité un petit peu entre nous. Elle dit ça parce que c'est enregistré. Hein, mais pas du tout. Elle sait, Nina. Elle me disait l'inverse il y a 1 heure. Bah ouais. Oh là là, mais vous êtes vraiment... Mais vous êtes méchants aujourd'hui. Et quelle est l'émission sur laquelle vous avez... maillon faible. Là, c'est ça. Non, mais quelle est l'émission pour laquelle vous avez préféré travailler, si on avait une à choisir? Vas-y, Nina. Top Chef. Ouais. Parce qu'on bouffe bien? Pas tant parce qu'on est au casting, en vrai, à chaque fois vrai. qu'on les voit cuisiner. Non, Top Chef, c'est vraiment c'est quelque chose de particulier, comme je dis souvent, c'est que c'est leur corps de métier, c'est souvent une passion, c'est souvent leur vie, en vrai, qui viennent exposer. Donc du coup, ça a une dimension différente parce que en fait, on voit que c'est super important pour eux d'être là. Et c'est vrai qu'en tant que casteuse, c'est important de voir que ça leur tient à cœur, quoi, de participer. Il y a souvent cette motivation qu'on va pas trouver ailleurs. Après, si je devais en mettre une deuxième, mais ce serait pas pour les mêmes raisons, ce serait Marié au premier regard parce que ça fait toujours bizarre de voir un candidat qu'on est allé démarcher se marier. Parce que comme je disais toujours, se marier, c'est une fois dans sa vie où ça change une vie. Et dire, waouh, là vraiment, en fait, quand il pensera ou elle pensera mariage, je serai quand même derrière sur un coin de sa tête parce que il se mariait, quoi. Et un peu grâce à moi, donc c'est une autre dimension. Mais sinon, mon top 1, c'est vraiment Top Chef. Il y a quand même quelque chose de particulier autour de cette émission qui est hyper cool. Et moi, alors pas en casting, mais j'ai bossé sur une émission de Nagui, c'était un télécrochet, mais je m'occupais des artistes, ça s'appelait The Artist, justement, sur France 2. Quel carton! Non, alors on va arrêter de se foutre. Moi, j'aimais bien, en vrai. Non, mais en vrai, ça n'a pas rencontré son public, mais... Ah bah ça. Non, mais c'était vraiment bien. Franchement, des artistes de ouf. Hein. Des artistes de ouf. D'ailleurs, on va faire un petit moment un petit peu tristoun. Les gagnants, en fait, c'était le groupe Rockin. Et on a Nino qui est décédé. Donc, on a une pensée pour lui. C'était vraiment quelqu'un de très, très bien. Ouais.
c'est un chouette artiste et humainement quelqu'un de très solaire, de très lumineux, enfin vraiment un chouette type, vraiment, mais vraiment. Et du coup, j'ai adoré vraiment travailler sur cette émission, d'une part parce que je rencontrais des artistes de ouf, parce qu'il faut savoir quand même que les mecs montaient sur scène avec leur compo. Donc c'est pas si facile que ça aussi. Et c'est pour ça que les gens, voilà, ils avaient besoin un petit peu de reprises, ils ont besoin de chanter. Enfin, la ménagère qui est devant chez elle, madame qui est assise, elle a envie d'entendre des chansons qu'elle connaît. C'est pour ça que le concept avait un petit peu changé et qu'ils chantaient enfin, je vais pas faire du coup le truc de The Artist, mais voilà, ils ont pris des reprises et tout. Et j'ai rencontré des super belles personnes, des super artistes. Et j'en garderai vraiment un super souvenir. Et d'ailleurs, voilà, les gagnants étaient quand même des sacrés. Et en plus de ces émissions-là, de cette émission-là, on a Joseph Kamel qui est sorti, qui aujourd'hui chante avec Julien Doré. Qui a écrit le tube, enfin qui a coécrit le tube de Pierre Gagné d'ailleurs. Exactement. Donc il sort quand même de The Artist. Et il y en a plein d'autres. Il y en a qui ont fait vraiment les premières parties de Clara Luciani. Enfin, il y a eu quand même pas mal de belles découvertes. Donc ça a peut-être pas rencontré son public en télé, mais on a sorti quand même de beaux artistes. Donc c'est un petit peu ma fierté, moi, cette émission. Voilà, c'était mon petit moment coup de cœur. Nostalgie, coup de cœur. Voilà. Joseph Kamel qu'on voit de plus en plus. Ouais. Et j'étais en train de chercher mon Coupra. Mais il a fait Fort Boyard tout récemment. Bah, merci. Voilà. Ouais, il a fait Fort Boyard. Le tube en radio, celui qui part, qui tourne sur toutes les ondes actuellement. Voilà. Et c'est vraiment quelqu'un de très bien. Joseph Kamel, c'est. Et de très grand. Et alors, il est très très grand. Alors, j'étais toute petite à côté de lui, j'imagine, mais son cœur est aussi grand que sa taille. C'est vraiment quelqu'un de. C'est beau. Moi, j'ai eu peur, mais tout de suite, mais vous avez trop l'esprit tordu. Mais moi, je parle d'amour, je parle de beauté. Tout de suite, on dévie. C'est dingue, ça. Toutes les coulisses et des images inédites vous attendent sur le compte Instagram d'En Mode Podcast. Voilà les amis, l'émission touche à sa fin. Un sujet qui, j'espère, vous a plu. En tout cas, pour nous qui adorons la télé, nous avons pris du plaisir à parler de ce sujet. N'est-ce pas les garçons ? Ah bah carrément. C'était bien chouette. On va même faire un deuxième épisode parce qu'on a encore plein de questions, je pense. C'est vrai, on pourrait en faire... Après qu'on ait fait Pékin Express. Ah oui, déjà, ça peut être intéressant. Allez passer votre casting. Mais seulement s'il y a la sympathique Nina avec nous. Ah, Nina dans Pékin... Ah, on peut Je faire... revendique. Alors, je peux faire Pékin Express avec Nina. Ah non. On pourrait rire aussi. D'ailleurs, ça serait drôle. Ça serait très drôle. Très drôle. En tout cas, merci Manina d'avoir accepté d'être parmi nous. Merci vraiment beaucoup. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Parce que moi, je l'ai souvent au téléphone, donc c'est toujours un plaisir de l'entendre. Merci à vous les garçons d'être toujours présents avec moi. Toujours un plaisir. Et merci à vous de nous écouter et de nous soutenir comme vous le faites. Encore merci. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour le prochain épisode dans Mode Podcast.